Une vue imprenable sur les Alpes. Nous sommes à Turin pour cette nouvelle page italienne, une ville de 850 000 habitants située à 3 heures de Nice. Elle a été la capitale éphémère du pays en 1861 au moment de l'unité italienne. Actuellement, c'est la capitale régionale du Piémont. En 2006, Turin a organisé les Jeux Olympiques d'hiver. Le maire nous fera part de son expertise dans quelques instants. Et puis Turin, c'est aussi le berceau mythique d'entreprises célèbres comme Fiat et Lavazza. Alors je propose d'explorer ensemble ce riche passé industriel et culturel. Dans le centre presque entièrement piéton, Turin concentre ses places historiques, ses arcades et ses galeries marchandes propices à la balade. Direction le Musée national du cinéma. Au début du XXe siècle, Turin abritait une douzaine de maisons de production. En ce moment, on expose les dessins de James Cameron, car le réalisateur d'Avatar et de Titanic est aussi un grand dessinateur. Le musée rassemble 140 000 photos et plus de 7 000 films sur 7 étages. Alors c'est surtout un musée qui utilise beaucoup les nouvelles technologies, qui est assez interactif, c'est ça qui plaît beaucoup aux jeunes aussi. Et on peut même essayer des choses comme par exemple les ombres chinoises, ça plaît beaucoup. Le musée décrit les différentes étapes pour réaliser un film, scénario, casting, costume. On retrouve aussi la fameuse écharpe rouge de Fellini et la Vespa, qui a servi dans le film de Nanni Moretti, Journal intime, tourné dans les rues de Rome désertes en plein été. Mais le plus impressionnant, c'est l'ascenseur qui nous propulse tout en haut de cette immense tour. À l'origine, ce devait être une synagogue, mais les plans ont changé. C'est devenu le temple du 7e art. En sortant, on découvre l'un des plus beaux panoramas sur la ville, à 360 degrés. L'édifice, tout en briques, est situé à 167 mètres de hauteur. À Turin, on a l'habitude de prendre son espresso dans un café historique comme celui-ci, le café San Carlo, qui a plus de 200 ans. Et bien souvent, dans la tasse, on retrouve le café d'une célèbre marque qui a aujourd'hui son musée. Imaginez Luigi, 25 ans, plein d'énergie, habité dans un tout petit village qui n'était pas Turin à l'époque, s'appelait Murisengo. Murisengo, c'est un petit village où tout le monde, bien sûr, s'occupe d'agriculture. Mais malheureusement, 2 tempêtes de grêle ont détruit la récolte 2 fois pendant la même saison. Et donc Luigi, plein d'énergie, à 25 ans, a dit, bon, je m'en vais, je vais chercher quelque chose qui soit mieux que ça. Et donc il est parti pour Turin. Luigi Lavazza exerce différents métiers, ouvrier, serveur, et obtient son diplôme de chimie. En 1895, il ouvre sa première épicerie et s'intéresse sérieusement au café en créant les premiers assemblages. À l'époque, on avait le droit de choisir entre Moka, Natural et Porto Rico. Mais les étudiants en chimie ont mis ensemble les passions, les sciences et le café. Donc on commence à faire les premiers blends, les premières recettes. Donc on va mélanger des origines différentes du café pour personnaliser le café pour les clients. Au début du XXe siècle, on veut aller vite, on prend des trains express et un café qui doit couler rapidement. C'est ainsi que naît l'espresso. Cette machine peut en faire 5 en même temps. Elle est coiffée du taureau, l'emblème de Turin. C'est le début d'une saga familiale qui dure encore aujourd'hui. Pour faire connaître leur café dans les années 60, les successeurs de Luigi Lavazza vont même sillonner l'Italie. Et donc là, je vous présente Tigrotto. Tigrotto, c'est un autre bar. Donc, il voyageait dans les places italiennes de 1960 jusqu'à 65. Les gens entraient et bien sûr, on va offrir un café. Le café Paoli, c'était la première mono-origine de café vendue. Donc, c'est là que les Italiens ont connu, tout près de chez eux, la nouvelle recette de café. Lavazza est devenu l'un des plus grands fabricants de café au monde, avec des campagnes de publicité toujours à l'avant-garde. Mais Luigi Lavazza ne se doutait pas que son espresso se retrouverait un jour dans l'espace, à bord de la navette spatiale.
Les Fiat 500, on les croise un peu partout sur la route en France. À Nice, sur le port, c'est même une sculpture. Ici, on les a carrément accrochés au mur. Nous sommes au cœur de l'usine Fiat qui a été entièrement transformée en un centre commercial et culturel. La fabrique italienne d'automobiles de Turin, Fiat en abrégé, a été fondée par Giovanni Agnelli en 1899. La légende industrielle se construit ici, dans le quartier du Lingotto. Bonjour Sylvia. Bonjour et bienvenue sur la pista 500. Alors c'est une piste mythique? Oui, en fait, c'est la piste de la première grande usine Fiat, la première grande usine en Europe. Et à partir de 1915, on commence à bâtir cette usine avec une forme verticale. Donc on produit à l'intérieur les voitures avec la chaîne de montage et on fait les test drives sur les toits. Les tests de tenue de route et de vitesse se font sur la piste de 500 mètres de long grâce à ce virage parabolique. En 1922, c'est une page plus sombre de l'histoire. Mussolini vient inaugurer l'usine Fiat. Elle fermera dans les années 80. Aujourd'hui, la piste d'essai du Lingotto a une autre vocation. On teste l'art contemporain. Renzo Piano a par exemple créé cette boule bleue futuriste. À partir de 2022, en fait, cette piste est devenue un jardin avec des installations d'art contemporain. Et l'idée, en fait, c'est du musée Pinacoteca Agnelli de créer un lien entre la collection permanente et l'histoire de cette usine, l'histoire du Turin. Grâce aux Jeux Olympiques de 2006, la ville réputée fermée, marquée par le déclin industriel, s'est ouverte au tourisme, un héritage bénéfique pour Turin. Et ce n'est pas fini. Bonjour Monsieur le maire. Est-ce que les Alpes italiennes et Turin feront partie de ces prochains Jeux en 2030 ? Nous sommes très contents d'accueillir le patinage de vitesse dans notre stade de l'Oval, qui a été réalisé pour les Jeux de 2006 et qui, avec un coût très modeste, pourra être une solution réaliste pour accueillir les Jeux olympiques de 2030 dans les Alpes françaises. Est-ce que ça vous fait plaisir de faire partie de ces Jeux pour 2030 ? On est très content d'en faire partie parce que l'histoire de notre ville, les rapports entre Turin et la France sont très étroits depuis des siècles. Et dans ce moment complexe de la vie internationale et européenne, les rapports entre la France et l'Italie sont encore plus importants. Et est-ce que finalement c'est une bonne opération ? C'est une opération extraordinaire, une opération européenne au nom du sport et des valeurs de l'inclusion et de la paix. C'est la fin de cette escapade à Turin, une ville fière de ses traditions, de son passé, de son histoire. Il reste encore beaucoup de belles choses à découvrir, alors promis, nous reviendrons à Torino.